Bonjour à tous, on propose de commencer. Bienvenue à ce webinaire du 18 novembre consacré aux dérogations en urbanisme, do's and don'ts. On parlera donc des dérogations pour la région de Bruxelles-Capitale et pour la région wallonne. Avant de rentrer dans le vif du sujet, donc d'abord se présenter pour ceux qui ne nous connaissent pas, je suis Charles Poncelet, dizaine d'années d'expérience comme avocat dans les domaines de droit de l'urbanisme, de droit de l'environnement, du développement de projets, l'accompagnement des projets immobiliers. Je donnerai ce séminaire avec mon collaborateur Pierre Giorgi, spécialisé forcément dans les mêmes matières, avec 2 ou 3 ans d'expérience. Pour ceux qui ne connaissent pas le cabinet, quelques slides introductifs. Donc le cabinet Scoops, aujourd'hui, c'est une grosse 80aine d'avocats, plus de 25 membres du staff. On est assez actifs, notamment par l'organisation de séminaires et de webinaires, plus de 30 formations chaque année. On est un cabinet full service, en ce sens qu'aujourd'hui, notre expertise couvre l'ensemble des pratiques, l'ensemble des branches du droit, le droit de la construction et l'immobilier, business law, droit public, droit social. Et donc, on est en mesure d'assister nos clients dans toutes les matières et dans toutes les pratiques. Pour notre pratique dont il va être question aujourd'hui, donc l'environnement et l'urbanisme, eh bien, on est aujourd'hui à ce jour 11 avocats dans l'équipe, néerlandophones et francophones. Ce qui nous donne la possibilité d'assister les clients dans les projets partout en Belgique. On a une maîtrise des différents sets de réglementation urbanistique et environnementale, puisque la matière est régionalisée, comme vous le savez. Alors, avant de passer la parole à Pierre, qui se chargera plutôt des aspects, la présentation des aspects théoriques, je brosse rapidement le plan de l'exposé avec vous. On parlera d'abord de la région wallonne, avant de parler de Bruxelles. Pour la Wallonie, on rappellera la distinction récente entre les dérogations et les écarts. On parlera du plan de secteur, du guide régional d'urbanisme. On vous exposera les différentes hypothèses dans lesquelles une dérogation peut être demandée, les conditions auxquelles il faut se conformer pour obtenir une dérogation et ensuite les conséquences au niveau procédural des demandes de dérogation. Bruxelles, ensuite, à nouveau, les instruments et outils auxquels on peut déroger et l'impact procédural des demandes de dérogation. Dans un deuxième volet, on se concentrera sur les aspects pratiques du sujet, d'abord en vous présentant ce qui, selon nous, constitue un peu les bonnes pratiques de la matière, avec quelques exemples de dérogation à l'appui. On prendra aussi un peu de hauteur sur le sujet en regardant ce qui, selon nous, constitue un peu l'évolution de la problématique des dérogations et vers où on va sur ce sujet, puisque c'est un sujet à la fois qui existe, le mécanisme de dérogation existe depuis longtemps, mais on voit que le sujet reste d'actualité et connaît certaines évolutions, dont on vous entretiendra. Et finalement, quelques remarques conclusives pour clôturer le séminaire. Voilà, je passe la parole à Pierre qui prend donc le relais. Merci Charles. Bonjour à toutes et à tous. Comme Charles vous l'a exposé, je vais vous exposer la matière des dérogations en région wallonne. Alors tout d'abord, on ne peut pas exposer ce cadre légal sans parler de la distinction qui est faite dans le Code d'été entre d'une part les écarts et d'autre part les dérogations. Alors les écarts, c'est quand un permis ou un certificat d'urbanisme numéro 2 s'écarte du contenu d'un instrument à valeur indicative. Un instrument à valeur indicative, c'est par exemple le schéma de développement du territoire, SDT, le schéma de développement pluricommunal, le schéma de développement communal, les SOL, sol, schéma d'orientation locale, la carte d'affectation des sols et tout ce qui est guide, à savoir les guides communaux d'urbanisme, le guide régional d'urbanisme uniquement dans ses normes à valeur indicative et les permis d'urbanisation. Alors, on peut s'écarter des instruments que je viens de citer moyennant motivation. Cette motivation doit démontrer d'une part que le projet ne compromet pas les objectifs de développement territorial, d'aménagement du territoire ou d'urbanisme contenus dans le dit instrument, et d'autre part qu'il contribue à la protection, à la gestion et à l'aménagement des paysages bâtis et non bâtis.
Donc, d'une part, pour les instruments à valeur indicative, les écarts, d'autre part, et de manière plus stricte, les dérogations pour les instruments à valeur réglementaire. Qu'est-ce qu'un instrument à valeur réglementaire? C'est notamment le plan de secteur, dont je vais vous exposer en quelques slides ce dont il s'agit, et les normes, je dis bien les normes du guide régional d'urbanisme. Alors, dans le cas de dérogation, il y a des conditions plus strictes, puisqu'il faut faire une demande de dérogation, l'obtenir. Ces demandes ne peuvent être formulées que dans le cadre de scénarios, d'hypothèses bien définies aux articles D4.6 et D4.12 du Code été. Et enfin, pour l'ensemble de ces hypothèses, il faudra respecter les conditions de l'article D4. Alors d'abord, un petit mot sur le principal instrument concerné par les dérogations, à savoir le plan de secteur. Le plan de secteur, il s'agit de l'instrument à valeur réglementaire et à force obligatoire auquel on est le plus confronté dans la pratique. C'est un des instruments qu'il faut vraiment surveiller pour tout projet immobilier en région wallonne. Il faut savoir que tout le territoire de la région wallonne est couvert par des plans de secteur. Il y en a 23 au total. Vous avez par exemple le plan de secteur de Wavre, Jodonne, Perouet. On ne peut méconnaître les dispositions de cet instrument qu'en bénéficiant d'une dérogation, et il demeure en vigueur jusqu'à abrogation ou remplacement. Alors, le Code été, en son article D2.21, fixe le contenu du plan de secteur. D'une part, un contenu imposé. Il s'agit notamment, et c'est le plus important dans la pratique, de la détermination des différentes affectations du territoire. D'autre part, par exemple, le tracé existant et projeté du réseau des principales infrastructures. Et il y a différents éléments qui peuvent figurer dans un plan de secteur qui sont également très importants à garder en tête pour tout projet. C'est les périmètres de protection des points de vue remarquables, périmètres d'intérêt paysager, d'intérêt culturel, historique ou esthétique et différents autres éléments. Alors, le plan de secteur, le vrai intérêt de cet instrument réside dans le fait qu'il divise le territoire en différentes zones. Alors, on a une zone déterminée par le plan de secteur, par exemple zone d'habitat, zone à caractère rural. Et ensuite, on va voir dans le Code été quelles sont les prescriptions pour chacune de ces zones. Et cela va déterminer ce qu'on peut y faire. Est-ce que notre projet sera ou non conforme à la zone? Est-ce qu'il faudra ou non essayer d'obtenir une dérogation? Il y a des zones qui sont de manière générale destinées à l'urbanisation. Les plus connues sont sans doute la zone d'habitat à caractère rural, ou la zone d'activité économique mixte, par exemple, et d'autres qui ne sont pas destinées à l'urbanisation. Vous avez la zone agricole, la zone forestière ou la zone d'espace vert, par exemple. Alors, une illustration pour que vous ayez une meilleure image de ce qu'est un plan de secteur. Là, vous avez un extrait du plan de secteur de Wavre, Jodonne, Perouet. Comme je vous le disais, pour tout projet, que ce soit pour construire, pour demander un permis ou même en vue d'une acquisition, il est toujours utile de consulter le géoportail de Wallonie, de regarder la carte en surimpression que vous avez à l'écran qui détermine différentes zones avec une légende à côté et ensuite de vérifier qu'est-ce qui peut ou non être fait dans cette zone et le cas échéant préparer un dossier et une demande de dérogation. Donc vous avez d'une part le plan de secteur, d'autre part les normes du guide régional d'urbanisme. Alors je vous ai exposé dans la première partie que les écarts concerne notamment le guide régional d'urbanisme en la plupart de ses dispositions. Parce qu'en effet, cet instrument a la plupart de ses dispositions qui ont valeur indicative. Seulement, certaines prescriptions revêtent un intérêt particulier pour le législateur. Il s'agit d'enjeux un peu plus sensibles et donc il leur a accordé le statut de norme et une valeur réglementaire. Ces normes sont décrites à l'article D3.2, paragraphe 2 du Code été. Il s'agit de 4 hypothèses. Tout d'abord, vous avez les conditions pour accueillir les constructions et installations dans les zones exposées à un risque d'accident majeur, naturel ou à une contrainte géotechnique majeure. Vous voyez là tout le caractère sensible de l'intérêt protégé. Un autre exemple, c'est l'accessibilité dans les bâtiments ou parties de bâtiments ouverts au public ou à usage collectif par les personnes à mobilité réduite. On parle dans la pratique de normes PMR. J'y reviendrai dans un instant. Ensuite, nous avons la qualité acoustique dans les zones concernées par des aéroports régionaux et les zones protégées de certaines communes. Alors, un petit mot sur les normes PMR, car il y a eu un arrêt assez récent du Conseil d'État du 7 mai 2021 qui revêt une importance majeure en la matière. Il faut savoir que ces normes PMR d'accès aux personnes à mobilité réduite s'appliquent aux bâtiments qui sont visés par l'article 414 du GRU. Et dans le cadre de ces bâtiments, le Conseil d'État a déterminé dans son arrêt de barre contre Ville de Oui
qu'en cas de restaurant aménagé, c'était le cas en l'espèce, dans une construction nouvelle, les normes PMR sont applicables à tous les locaux, que ceux-ci soient ou non accessibles au public. Alors, cet arrêt peut être étendu aux commerces, aux centres commerciaux, aux hôtels, aux auberges, aux cafés. Vous voyez la portée très importante, considérable de cet arrêt, puisque cela signifie non seulement que des cuisines d'un restaurant devraient, par exemple, respecter les normes PMR, peu importe qu'elles soient ou non accessibles au public, mais également que les bureaux administratifs d'un supermarché ou que les toilettes du personnel doivent respecter ces normes. Alors, dans la pratique, vous aurez de nombreux projets où le client n'aura, le cas échéant, pas le souhait ou pas la possibilité de respecter ces normes. Il faudra, dans ce cas, demander et tenter d'obtenir une dérogation. Alors, je vous ai exposé la différence entre écart et dérogation. Je vous ai dit que les dérogations ne s'appliquaient qu'aux instruments à valeur réglementaire. Et je vous ai aussi dit qu'il s'appliquait uniquement dans certaines hypothèses. On ne peut demander une dérogation que dans les hypothèses déterminées aux articles D4.6 à D4.11 du PDT. Je vais brièvement tenter de vous en brosser un aperçu. Alors tout d'abord, une hypothèse importante est celle des actes et travaux à un immeuble existant. De quoi parle-t-on? On parle d'actes et travaux de transformation, d'agrandissement, de reconstruction, de modification de destination ou de création de logements, qui sont relatifs à des immeubles dont l'affectation actuelle ou future ne correspond plus ou ne correspond pas aux prescriptions du plan de secteur. Cela veut dire que les travaux qu'on envisage de faire et le bâtiment qui est présent dans la zone, selon le plan de secteur en vigueur actuellement, en théorie, ils ne sont pas autorisés. Mais il s'agit d'un bâtiment qui est préexistant à l'entrée en vigueur du plan de secteur ou qui a été autorisé. Donc, il est dans une zone où on ne pourrait plus faire ses travaux, mais comme le plan de secteur est postérieur à sa création, le bâtiment, il est légal. Et le bâtiment, non seulement on peut le maintenir, mais le législateur a aussi prévu qu'on pouvait l'améliorer. On peut par exemple créer une annexe à ce bâtiment qui serait jointe au bâtiment, qui aurait un lien physique avec celui-ci. Dans ce cas, le Conseil d'État a déterminé que l'extension ne doit plus nécessairement être l'accessoire de l'immeuble principal. S'il y a un lien physique, ça peut être, il y a une certaine liberté dans le bâtiment que vous concevez en lien avec celui-ci. Mais il ne faut pas nécessairement un lien physique. Ça peut être un aménagement accessoire et complémentaire qui serait isolé de celui-ci, qui n'aurait pas de lien physique, mais toutefois, il va être à une certaine proximité. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas construire un garage ou une piscine à 200 mètres de votre habitation. Donc, il faut quand même rester dans l'ordre du raisonnable et garder un lien avec l'immeuble principal. On prévoit également la possibilité de prévoir des installations de production d'électricité ou de chaleur, d'énergie de façon globale, qui seraient destinées partiellement à la collectivité. Alors, partiellement destiné à la collectivité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie qu'il y a une partie de cette électricité, de cette chaleur, qui est rejetée dans le réseau général. Alors, une autre hypothèse assez importante dans la pratique, c'est ce qu'on appelle l'empiètement marginal. L'empiètement marginal, c'est lorsque vous avez un bâtiment qui est dans une zone conforme, il est légal, mais à côté de cette zone, il y a une zone contiguë dans laquelle vous ne pourriez pas prévoir les installations que vous envisagez en théorie. Mais ces installations, dès lors que vous les prévoyez avec une unité fonctionnelle, un lien avec le bâtiment principal, et que les actes et travaux que vous prévoyez sont réalisés pour des besoins économiques ou touristiques, vous pourrez obtenir une dérogation. De nouveau, vous pouvez envisager un lien avec le bâtiment, un lien physique, ou un bâtiment qui est distancé, qui est isolé de celui-ci, à condition qu'il y ait une unité fonctionnelle. Un exemple de cela nous a été donné par le Conseil d'État dans son arrêt du 28 juin 2018, ASBL Natagora. Alors, il s'agissait d'un site d'hébergement touristique de cabanons dont le propriétaire voulait prévoir une extension, créer de nouveaux cabanons. Alors, la demande consistait à créer des cabanons de l'autre côté d'une futaie de hêtres, c'est-à-dire que les nouvelles constructions envisagées et les anciennes étaient séparées par un obstacle qui consistait dans des hêtres. Mais le Conseil d'État a considéré qu'il y avait l'unité fonctionnelle, peu importe qu'il y ait ou non cette séparation. Alors, je reste toujours dans les hypothèses de dérogation. Nous avons la possibilité de créer des modules de production d'électricité ou de chaleur qui alimentent directement un immeuble conforme au plan de secteur. Vous voyez sur le schéma en vert que l'immeuble principal est dans une zone qui permet ce genre de projet,
mais que les actes et travaux que vous envisagez, les installations que vous voulez installer, sont en zone non conforme, dans les pointillés en rouge. Mais dès lors qu'ils sont destinés à alimenter directement l'immeuble qui, lui, est autorisé, vous pourrez demander une dérogation à ce sujet. La même chose est prévue pour les dispositifs d'assainissement des eaux usées, tant que les systèmes d'épuration individuels sont en lien avec un immeuble conforme au plan de secteur. Alors, on entend également souvent parler de la règle du comblement. Il s'agit de l'hypothèse dans laquelle vous envisagez une construction dans une zone de nouveau qui a priori n'est pas destinée à accueillir cette construction. Le plan de secteur, ses prescriptions prévoient qu'en théorie, vous ne pouvez pas y installer votre habitation, mais celle-ci se trouve entre deux habitations légalement présentes dans la zone, soit qu'il y ait une habitation, que les deux habitations soient préexistantes à l'entrée en vigueur du plan de secteur, soit que l'une soit préexistante à cette entrée en vigueur et que l'autre soit dans une zone d'habitat ou d'habitat à caractère rural. Si ces deux habitations sont à front d'une voirie suffisamment équipée, suffisamment large, qu'ils sont du même côté de cette voirie et à moins de 100 mètres l'un de l'autre, vous pourrez combler l'interstice en y plaçant votre construction, à condition évidemment de vous voir octroyer la dérogation qui n'est jamais un droit, jamais un acquis. Alors il est important de préciser que cette hypothèse est limitée aux voiries qui contiendraient moins de 4 bandes. On veut éviter l'étalement, les constructions en ruban. Alors, l'idée est vraiment de combler les lignes, combler les espaces vides dans le paysage et ainsi renforcer les lignes de force de celui-ci. Une condition importante est que les constructions, les transformations, les agrandissements ou les reconstructions que vous envisagez ne compromettent pas l'aménagement de la zone. Alors, c'est le dernier slide que je consacre aux hypothèses de dérogation. Je vais vous en parler un peu plus brièvement. Il y a une hypothèse à l'article D410 qui concerne les carrières. Alors, vous avez la possibilité, dans le cadre d'un chantier, de pouvoir rénover l'habitation qui est légalement construite en réutilisant des pierres du même type que celles qui ont servi à cette construction en allant puiser dans une carrière. Vous aurez l'autorisation, si vous obtenez la dérogation, pour ce faire. Vous avez également l'article D411 qui concerne les projets à caractère public. Il s'agit de travaux de construction et équipements qui seraient destinés aux activités à finalité d'intérêt général. En général, il s'agit de la compétence du fonctionnaire délégué ou du gouvernement pour octroyer les permis en première instance. Et vous avez enfin, mais à ne pas négliger, last but not least, le D412. En fait, de D406 à D411, je vous ai exposé des hypothèses très précises, des scénarios très précis dans lesquels il était possible de déroger au plan de secteur. Mais qu'en est-il des dérogations aux normes d'un guide régional d'urbanisme? L'article D412 prévoit qu'un permis ou un certificat d'urbanisme numéro 2 peut être octroyé en dérogation aux normes d'un guide régional d'urbanisme, punt and the lane, c'est tout. Vous pourrez obtenir une dérogation à condition, bien sûr, de respecter les conditions générales. Justement, ces conditions générales à toute dérogation sont définies à l'article D413. C'est-à-dire que vous avez des scénarios comprenant eux-mêmes des conditions. Par exemple, la règle du comblement, il faut que ce soit moins de 100 mètres du même côté de la voirie, à front de voirie. Mais pour chaque scénario, pour l'ensemble des hypothèses, vous devrez respecter les conditions de l'article D413. Alors, celles-ci sont au nombre de 3. Tout d'abord, il faut que les dérogations soient justifiées compte tenu des spécificités du projet au regard du lieu précis où celui-ci est envisagé. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous devrez faire un examen concret du projet. Vous devrez montrer que vous avez examiné le contexte bâti ou non bâti. Et c'est un élément très important en termes de motivation et de préparation de la demande. Une deuxième condition, c'est que les dérogations ne compromettent pas la mise en œuvre cohérente de l'instrument auquel vous souhaitez déroger. Elles doivent donc être marginales, limitées et ne pas entraver l'économie générale de l'instrument. Celui-ci doit rester dans sa globalité cohérent. Et enfin, une condition qui est très importante dans le cadre de la préparation d'un dossier de demande, c'est que les dérogations concernent un projet qui contribue à la protection, à la gestion ou à l'aménagement des paysages bâtis ou non bâtis. Vous voyez qu'il y a une place importante à la motivation. Vous devez montrer qu'il y a une préoccupation paysagère, cas échéant avoir de l'input en la matière, nourrir l'autorité pour la convaincre, notamment que le projet respecte les lignes de force du paysage ou les structures ou encore les recoupances. Alors, je précise au passage qu'il n'est plus requis que la dérogation ait un caractère exceptionnel.
Donc, je vous ai exposé la distinction entre écart et dérogation. Je vous ai dit que les dérogations s'appliquaient aux instruments à valeur réglementaire, plan de secteur, normes du régional, que celles-ci pouvaient être demandées dans certains scénarios et dans tous les cas aux conditions de l'article D413. Il faut aussi savoir, c'est la fin de mon exposé sur la région wallonne, que dans tous les cas, il y aura un impact procédural dès lors qu'un dossier qui comprend une demande de dérogation nécessitera l'avis conforme du fonctionnaire délégué. Un avis conforme, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un avis qui, s'il est négatif, empêche le collège communal d'octroyer le permis. Il faudrait également avoir une enquête publique. Et ces deux éléments, l'avis conforme du fonctionnaire délégué et l'enquête publique, auront une conséquence importante dans le cadre de vos projets, puisqu'ils auront la conséquence de reporter les délais de prise, ou plutôt d'allonger les délais de prise de décision. Ceux-ci passeront à 115 jours lorsque l'avis du fonctionnaire délégué est obligatoire et que la demande requiert les mesures particulières de publicité, comme c'est le cas de l'enquête publique. Voilà, je vais maintenant céder la parole à Charles qui va vous faire un bref exposé de la région bruxelloise et vous exposer un peu les tips en la matière. Merci. Merci beaucoup, Pierre, pour la première partie de l'exposé. Juste avant de prendre le relais et de poursuivre, une remarque, j'ai oublié de vous dire que vous avez la possibilité de poser vos questions éventuelles dans le chat qui se trouve dans la petite fenêtre sur la droite de votre écran. Alors, on ne répondra pas aux questions dans l'immédiat, mais par contre, on se fera un plaisir d'y répondre, soit par email, soit de vous appeler et d'en discuter avec vous. Donc, je poursuis effectivement pour un bref morceau théorique de la première partie de notre exposé sur Bruxelles. On va se poser la même question que celle qu'on s'est posée pour la Wallonie. À quel instrument on peut déroger en région de Bruxelles-Capitale? Eh bien, retenez qu'il y en a trois catégories principaux. Premièrement, les prescriptions issues du règlement régional d'urbanisme, le fameux RRU que vous connaissez certainement, qui est un peu l'instrument urbanistique à Bruxelles principal, qui comprend les prescriptions applicables à l'échelle des projets, les normes de profondeur, de hauteur des bâtiments, hauteur des toitures, les normes d'habitabilité, le nombre d'emplacements de parking. Aujourd'hui, dans les projets, eh bien, il est extrêmement fréquent et dans les plus grands projets presque systématiques d'avoir des dérogations au RRU. Donc, règlement régional d'urbanisme, règlement communal d'urbanisme, règlement sur les bâtisses et règlement concernant les zones de recul. Il est possible donc de déroger à cette disposition moyennant une motivation explicite, expresse dans la demande de permis qui doit être formulée en ce sens et par ailleurs, il faudra que la demande fasse l'objet des mesures particulières de publicité, c'est-à-dire enquête publique et commission de concertation. 1. Donc, RRU, RCU. 2. Possibilité de déroger au plan particulier d'affectation des sols, le PPAS, ainsi que le permis de lotir. Le PPAS, ce sont des outils qui sont adoptés au niveau communal et qui permettent de régler l'affectation du sol partie du territoire au niveau communal. Il est possible de déroger à cela, pour autant que la dérogation ne porte pas atteinte aux données essentielles du PPS en question. L'idée, c'est que dans votre projet, la dérogation ne peut pas vider le PPS de sa substance et le réduire à néant. Les affectations prévues par le PPS sont considérées, réputées comme étant une donnée essentielle à laquelle donc il n'est pas possible de déroger. Toujours demande soumise aux mesures particulières de publicité, enquête publique et avis de la commission de concertation. Troisième possibilité, troisième type de disposition auquel on peut déroger, les prescriptions réglementaires en matière de mobilité. C'est un petit peu plus marginal, on y est moins confronté. Donc, je passe plus rapidement à nouveau. Il faut une motivation expresse et mesures particulières de publicité. Alors, retenez, élément fondamental, à Bruxelles, il n'est pas possible de déroger au PRAS, au plan régional d'affectation des sols. C'est l'instrument qui règle au niveau donc, du territoire régional de la région de Bruxelles-Capitale, l'affectation pour chacune des parties du territoire. Et il n'est pas possible d'y déroger. Pourtant, il est dans certaines dispositions très contraignant. Par exemple, en zone administrative, vous ne pouvez pas prévoir d'affectation commerciale qui dépasserait le seuil de 1000 mètres carrés. Pas possible d'y déroger.
sauf par, et c'est le deuxième élément ici, par un plan d'aménagement directeur. J'y viendrai un peu plus tard dans la présentation, mais plan d'aménagement directeur, il n'est à nouveau pas possible d'y déroger. Conséquence au niveau de la procédure, d'une demande de dérogation, retenez 3 choses. 1. Lorsque donc vous avez une demande de dérogation, avis de la commission de concertation, si la commission de concertation rend un avis qui est unanime et rendu en présence d'un représentant de la région, représentant de l'urbanisme de la région, eh bien, la commission de concertation peut alors délivrer, octroyer la dérogation dans son avis. Et dans ce cas, le collège des bourgmestres et échevins, qui statuera in fine sur la demande de permis, eh bien, pourra octroyer le permis sur la base de cet avis conforme. À l'inverse, si vous avez un avis négatif unanime en présence d'un représentant de la région, eh bien, et que donc l'avis est négatif et refuse la demande de dérogation, eh bien, vous serez coincé. Le collège des bourgmestres et n'aura d'autre choix que de refuser la décision et devra reproduire dans sa décision le dispositif de l'avis de la commission de concertation. Donc ça, c'est un élément très important à avoir à l'esprit. Si la dérogation n'est pas accordée par la commission de concertation et que par ailleurs il ne s'agit pas d'un avis favorable, d'un avis unanime en présence d'un représentant de la région, c'est le fonctionnaire délégué qui statuera sur la demande de dérogation et qui l'octroiera ou non. Si il statue ou ne statue pas s'il ne statue pas plutôt dans les délais qui lui sont impartis, alors la dérogation est réputée simplement refusée. Autre conséquence importante au niveau des délais, on l'a vu en région wallonne, les demandes de dérogation entraînent un allongement des délais. C'est la même chose à Bruxelles, puisque quand vous avez une demande de dérogation, les délais dans lesquels l'autorité, la commune doit statuer sont de 160 jours à compter de l'envoi de l'accusé de réception de dossier complet. Alors, on en vient maintenant au volet plus pratique de l'exposé, aux quelques tips, aux quelques 12 qu'on souhaitait partager avec vous. La première chose qu'on voulait vous dire, ça vous paraîtra peut-être évident, mais une bonne dérogation, c'est une dérogation qu'on évite. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on demande, quand le projet implique une demande de dérogation, eh bien, on est nécessairement livré largement à l'appréciation discrétionnaire de l'autorité. Il faut démontrer que la dérogation répond à certaines conditions, mais que par ailleurs, elle répond au bon aménagement des lieux. Et dans cette matière, eh bien, les autorités ont, je vais dire, une marge de manœuvre qui est d'autant plus importante. Ce qui veut dire que ça constitue un motif de refus facile pour l'autorité qui n'est pas convaincue par votre projet. Et à l'inverse, si le permis est octroyé, eh bien, ça constitue un moyen facile, un moyen tarte à la crème dans les recours pour les opposants qui souhaiteraient bien s'opposer au projet et remettre en question la validité de la dérogation. Donc, autant que possible, éviter et concevoir les projets de telle manière qu'ils n'impliquent pas de dérogation. Alors, évidemment, on est bien conscient que dans certains cas, ce n'est pas possible, mais je pense qu'il faut vraiment faire l'exercice dans les avant-projets, dans l'élaboration du projet, d'éviter et de s'assurer que les réglementations, les outils planologiques sont respectés en tout point. Alors, comment préparer justement les dossiers de demande de permis en pratique qui impliquent une demande de dérogation? Il y a plusieurs étapes. La première chose à faire, c'est un travail de recensement, c'est-à-dire identifier chacun des outils urbanistiques, chacun des instruments qui sont susceptibles de s'appliquer, et notamment à l'aide des logiciels qui existent à Bruxelles et en Wallonie, WallonMap pour la partie wallonne, Brugis en région de Bruxelles-Capitale, recensement, et ensuite passer en revue ces différents outils et voir dans quelle mesure tester vraiment la compatibilité du projet au regard de ces différentes dispositions. Ce n'est pas toujours un travail évident, c'est un travail qui se fait de concert entre les architectes et des juristes. Les architectes parce que c'est eux qui connaissent avant tout le projet, qui lisent les réglementations, qui sont confrontés à ce type de réglementation et qui donc seront assez rapidement identifiés s'il y a dérogation, écart ou non. Mais certaines dispositions, certaines
Notamment, on se retrouve parfois avec de relativement vieux outils dont il faut appréhender l'éventuelle portée actuelle, concrète. Aujourd'hui, dans les projets, ce n'est pas toujours évident. Et donc, la valeur ajoutée des juristes est alors utile dans ce contexte-là. Autre élément sur lequel on souhaite insister lourdement, surtout dans les projets importants, quand vous savez qu'une dérogation, un écart sera demandé, eh bien, il faut en tenir compte le plus tôt possible dans les projets, vraiment l'envisager très en amont du projet, et notamment lors de la préparation de l'évaluation des incidences, que ce soit une notice d'évaluation des incidences, un rapport d'incidence à Bruxelles, étude d'incidence environnementale. Pourquoi? Parce que, on l'a vu dans l'exposé de Pierre, les conditions pour que des dérogations soient obtenues, elles sont de divers ordres, mais elles ont souvent un fondement qui est éminemment technique ou architectural. Et donc, eh bien, c'est des éléments qui doivent ressortir du dossier de la demande de permis dès que possible. Et donc, il n'y a personne de mieux placé que l'auteur de l'évaluation des incidences, qui, pour les études d'incidence, eh bien, dispose d'un agrément et donc de la crédibilité nécessaire aux yeux des autorités. Rien de tel que d'avoir un auteur d'études d'incidence qui, dans son évaluation, va déjà bien vous donner les éléments qui permettront de motiver la dérogation. C'est le cas, par exemple, pour la condition de la contribution à l'aménagement du paysage. Un bureau d'études pourra expliquer en quoi le projet, eh bien, justement, contribue au bon aménagement du paysage bâti ou non bâti. Si ce n'est pas fait à l'étape de l'évaluation des incidences, eh bien, ce sera parfois très, très difficile, voire impossible, d'essayer de remonter la pente plus tard dans le dossier et d'essayer de pondre une motivation de dérogation sans avoir, je veux dire, la substance technique et factuelle nécessaire pour ce faire. Autre recommandation pratique essentielle, c'est que dans les projets où vous savez déjà que vous aurez une dérogation, eh bien, c'est l'un des sujets principaux qu'il faut aller tester auprès des autorités lors des réunions préparatoires, réunions de projet, réunions d'opportunités. C'est un sujet de choix qui pourra être abordé à cette occasion. Toujours dans les best practices, les demandes de dérogation et d'écart, vous le savez, elles doivent faire l'objet d'une motivation qui doit être précise, exhaustive, détaillée, veiller à y mettre l'ensemble des éléments favorables. On a repris ici les deux extraits des formulaires de demande de permis formulaires réglementaires à gauche, le cadre 7 Wallonie, le cadre 10 Bruxelles. Il y a effectivement des emplacements dans ces formulaires qui permettent d'indiquer en quoi le projet implique une dérogation ou un écart. Quand le projet implique de nombreuses dérogations, eh bien, on fait ça dans des notes séparées, notes qui visent à chaque fois pour chacune des dérogations, qui vient à chaque fois avec une justification, un systématique qui sera adapté en fonction de l'une ou l'autre dérogation. Toujours veiller aussi à démontrer que le projet, notamment ce qu'il porte sur les dérogations, eh bien, est conforme au bon aménagement des lieux. L'idée, toujours la même, c'est de pouvoir donner dans le dossier de la demande de permis l'ensemble des éléments nécessaires pour que l'autorité puisse être convaincue et vous suivre dans le projet, donc octroyer le permis. On en vient maintenant aux exemples qu'on a choisis. Deux exemples de dérogation au plan de secteur parce que c'est là que les conditions sont les plus strictes, les plus difficiles. Donc, c'est là qu'à notre sens, il y a vraiment un travail de fond à accomplir. Deux exemples, ce slide-là et le slide suivant, en matière d'énergie renouvelable, deux exemples récents auxquels on a été confrontés. Ici, l'implantation d'un parc solaire, d'un parc photovoltaïque dans la zone nord de la photo à gauche que vous voyez. Ce parc solaire, l'idée était qu'il approvisionne en énergie le site industriel que vous voyez au sud de la carte. Et au niveau planologique et au niveau du plan de secteur, le site industriel à gauche est en zone d'extraction, alors que le parc solaire est en zone agricole. Zone agricole, zone non conforme pour l'implantation d'un parc solaire. Il y a quelques hypothèses dans lesquelles c'est admis, je n'entre pas dans les détails, mais ici, le projet n'y répond pas. Donc, il y a toujours la possibilité à ce moment-là d'essayer d'identifier une hypothèse de dérogation. Et bien justement ici, quelle est cette hypothèse? L'idée, comme je vous le dis, c'est que le parc approvisionne le site au sud. Le site industriel situé au bas de la carte est un site conforme. Et le parc solaire est donc situé dans une zone non conforme. Ça nous fait penser donc immédiatement à la règle de l'empiètement marginal.
il est possible donc de réaliser un projet, une extension de projet dans une zone contiguë à la zone de base, une zone contiguë qui est non conforme, pour autant que bien vous présentiez des besoins économiques et touristiques qui répondent à ce projet. L'interprétation là qui est donnée par le Conseil d'État est large. Ici, le fait que le projet permette justement d'alimenter une activité industrielle en énergie et donc faire tourner une activité économique est un élément suffisant. Il faut une unité fonctionnelle entre donc les deux parties du projet. Ici, la fonction précisément du parc solaire, c'est d'approvisionner l'activité au sud de l'activité industrielle en énergie. Et donc, il y a bien effectivement là une forme d'unité fonctionnelle. Cette notion n'est pas définie dans le Code d'été, mais voilà, interprétation qu'on peut lui donner relativement large. En plus de ça, vous voyez qu'il y a un lien, même s'ils sont isolés, il y a un lien physique puisqu'il y a un raccordement par des câbles souterrains permettant justement à l'électricité d'être transportée. Il faut une installation dans la zone contiguë non conforme. Les panneaux solaires sont bien des installations. Et élément important, il faut que pour que le projet dans la zone non conforme soit autorisé, ça doit constituer un agrandissement, une transformation par rapport à l'installation ou au bâtiment d'origine. Ici, l'idée était de dire que l'activité de production d'électricité se situe dans le prolongement de l'activité de carrière qui est située au sud de l'image et que donc, d'une certaine manière, ça peut être considéré comme un agrandissement, comme une extension de ces activités. Ça, donc, c'est l'hypothèse de la dérogation. En plus de l'hypothèse, cumulativement, il faut démontrer, donc, comme Pierre l'a dit, les conditions applicables à toutes les dérogations. Il faut que le projet soit justifié par des spécificités du projet. Ici, c'est bien le cas. À nouveau, c'est une condition qui est interprétée de manière souple par le Conseil d'État et par les autorités en matière de permis. Les spécificités ici, c'est quoi? C'est qu'en fait, les alternatives de localisation ne convenaient pas parce qu'on est sur des gisements de pierres qui pouvaient donc être exploités. Et donc, si on implantait un parc solaire à cet endroit, on se privait de la possibilité de l'exploiter. Deuxième condition, on ne compromet pas la mise en œuvre cohérente du plan de secteur. Ici, donc, plan de secteur en zone agricole. Parc solaire est une petite partie qui ne remet pas en question la poursuite de l'activité agricole dans le reste du plan de secteur. Par ailleurs, on avait veillé dans la parcelle en question du parc solaire à maintenir une forme d'activité agricole, en l'occurrence de l'élevage de moutons et des activités mellifères. C'était une manière de montrer que l'affectation agricole, la conformité de l'affectation agricole était en partie au moins maintenue sur la parcelle en question. Troisième et dernière condition, on contribue à la protection, gestion ou aménagement du paysage. C'est en général la condition, en tout cas dans certains projets, les projets à impact visuel, c'est la condition, je vais dire, qui est la plus difficile à démontrer qu'elle est remplie. Ici, on avait fait tout un travail pour démontrer qu'au niveau du dénivelé, des perspectives, cette parcelle et donc le parc solaire serait assez peu visible. Par ailleurs, avec des mesures d'atténuation, des mesures d'accompagnement du projet, comme les plantations de haies, on est parvenu à démontrer, en tout cas fournir un argumentaire convaincant que l'aménagement du paysage, que le projet contribuait à l'aménagement du paysage. Premier exemple, voilà. Deuxième exemple, toujours donc dans le domaine du renouvelable, projet éolien cette fois-ci, on est toujours en zone agricole. Les projets éoliens en zone agricole ne sont autorisés qu'à des conditions à nouveau assez strictes. Le projet que vous avez en face de vous n'y répondait pas, donc possibilité toujours de solliciter une dérogation. Ici, il y a une hypothèse de dérogation qui est assez large pour les activités qui répondent à une finalité d'intérêt général. En général, les projets éoliens répondent à cette condition et donc on peut invoquer cette hypothèse assez large qui permet alors de ne pas apporter la preuve que d'autres conditions plus strictes sont réunies, celles dont on vous a parlé, l'unité fonctionnelle, l'agrandissement, même si à côté de ça, il y a toujours les conditions de D413, contribution à l'aménagement du paysage, etc. Alors justement, dans les projets éoliens, l'aspect visuel, l'aspect paysager est souvent prédominant, surtout quand il y a une demande de dérogation. C'est souvent
la source de vulnérabilité, de fragilité des projets. Qu'est-ce qu'on fait? À nouveau, au stade de l'évaluation des incidences, on essaie de vraiment bétonner l'analyse, démontrer notamment par des photomontages que l'impact visuel sera maîtrisé de telle façon que on puisse soutenir qu'il contribue à l'aménagement du paysage bâti et non bâti. Ici, j'ai repris un extrait de l'étude d'incidence qui avait été préparée. Et l'auteur d'études agréées, effectivement, avait tenté de démontrer que le projet contribue au renforcement de la recomposition initiée par l'ensemble des éoliennes et que donc le projet s'intégrait aux lignes de force existantes du paysage, renforce la structure paysagère existante. Donc, il ne faut pas démontrer qu'il n'y a pas d'impact paysager, certainement pas, mais que cet impact paysager est structurant au niveau des lignes de force du paysage. Et donc, à nouveau, ce n'est pas celui qui prépare a posteriori le formulaire de demande de permis qui pourra élaborer une dérogation comme celle-là, en tout cas pas sans avoir des éléments techniques qui auront été vraiment élaborés, éléments scientifiques à l'appui dans des études préalables. Voilà pour les exemples. Alors, quelles sont les leçons pratiques à retenir de ces quelques exemples et des considérations qu'on a partagées avec vous? La préparation d'une demande de permis et en particulier quand il y a un volet dérogation, c'est toujours, un mélange entre une nécessité d'avoir des éléments techniques forts et des éléments juridiques robustes. Éléments techniques qui permettront de démontrer que chacune des conditions juridiques est remplie en faisant vraiment un travail d'objectivation, pièces, éléments technico-scientifiques à l'appui, sur la base desquels ou sur lesquels on pourra alors adosser un argumentaire juridique solide. Autre élément ici qui méritait d'être souligné, je trouve, c'est que dans ces réglementations qui sont toujours élaborées sur base de situations qui sont envisagées à un moment donné par le législateur, il ne faut pas hésiter à faire preuve d'une certaine audace dans l'application et dans l'interprétation de ces dispositions. Je vous avais donné l'exemple du panneau photo du parc solaire dans une zone non conforme. Dans ce projet, on vient un peu tirer sur certaines notions du code d'été, la notion d'unité fonctionnelle, d'agrandissement, mais le droit, selon moi, n'est pas un instrument figé, n'est pas un instrument, comment dirais-je, qui ne peut pas faire l'objet d'interprétations évolutives. Non, c'est un outil évolutif, souple, qui est interprété, qui est appliqué en fonction de certains intérêts, de certains enjeux bien pratiques, appliqués par des administrations qui sont elles-mêmes, qui travaillent sous le contrôle de pouvoirs politiques, qui, eux, ont certains comptes à rendre, des objectifs à remplir. Par exemple, dans le domaine de l'énergie, le mix énergétique et le minimum de sources de provenance d'énergie en énergie renouvelable. Tout ça sont des éléments qui peuvent, in fine, avoir un impact favorable sur votre demande de permis et qui pourront être invoqués dans le cadre, notamment de demandes de dérogation. L'idée est toujours la même, la demande de permis, tout ce que vous allez déposer à l'autorité doit permettre de leur donner, de donner aux autorités qui statueront l'ensemble des arguments lui permettant de statuer favorablement et lui donner l'envie de vous suivre et d'octroyer le permis que vous sollicitez. Voilà donc pour les quelques tips et suggestions pratiques dans la préparation des demandes de permis avec dérogation. Quelques remarques maintenant sur l'évolution de la problématique des dérogations. D'aucuns n'hésitent pas à parler aujourd'hui de culture de la dérogation. Et il est vrai, aujourd'hui, en particulier à Bruxelles, il existe très peu de projets, en tout cas pour les projets de grande ampleur, qui n'impliquent pas une demande de dérogation. Ce qui, on le remarque dans les dossiers, dans la manière dont ils sont instruits et traités par les autorités communales ou régionales, ont souvent un peu tendance à cristalliser l'attention des autorités et l'analyse sur justement les demandes de dérogation au détriment d'une évaluation plus large, plus globale de la qualité du projet, de la qualité architecturale et urbanistique, ce qui est forcément regrettable. Effectivement, recours de plus en plus, ou en tout cas très fréquent aux dérogations, en particulier au RRU, surtout en matière de gabarit,
que l'intention du législateur à Bruxelles est de densifier le territoire, mais le RRU contient certains obstacles par rapport à ça. Et on le constate dans la pratique. Les acteurs immobiliers, notamment lorsqu'ils veulent se porter candidat acquéreur de certains terrains, bien dans leur calcul de rentabilité, calcul de prix, mettent en place des évaluations de programmation, quel type de travaux pourront être effectués, et ont tendance à partir du principe que la dérogation sera un élément acquis. Ce qui est risqué, puisque, comme on le sait, comme on l'a déjà dit, la dérogation n'est pas un élément acquis et implique une importante appréciation discrétionnaire dans le chef de l'autorité. Quand vous avez une dérogation, eh bien, effectivement, vous êtes en proie à une certaine bonne dose de subjectivité de la part des autorités. Prenez à Bruxelles, lorsque vous sollicitez une dérogation au RRU, eh bien, comme on l'a dit, la commission de concertation statuera. Si la commission de concertation estime dans un avis unanime avec représentants de la région que votre dérogation n'est pas justifiée ou que votre projet n'est pas opportun pour telle et telle raison, eh bien vous pourrez danser sur votre tête. La commune sera tenue purement et simplement de refuser le projet. Or, quand vous lisez certains avis de la commission de concertation, eh bien vous vous rendez compte que ce sont des analyses qui sont extrêmement subjectives, des analyses architecturales qui ne reposent parfois, ou dont le soutènement, le fondement est parfois un peu léger. Mais voilà, toujours est-il que si vous avez dans votre dossier un avis de la commission comme celui de la concertation négatif, eh bien, vous n'aurez d'autre choix en fait que d'aller en recours avec, eh bien, je vais dire, les incertitudes inhérentes à ces mécanismes-là. Constat effectivement à Bruxelles et aussi en Wallonie, en tout cas précédemment, que les couches réglementaires se multiplient et aboutissent à des situations compliquées, parfois dans certains projets où, eh bien, d'une certaine manière, on aura certaines contradictions, on aura certaines incompatibilités ou non-conformités. Justement, ce constat de multiplication des outils urbanistiques et donc d'incertitude, d'imprévisibilité dans les projets a amené les autorités, tant en Wallonie qu'à Bruxelles, à prendre certaines réformes qui visaient à davantage simplifier la politique de l'aménagement du territoire. En région wallonne, à l'occasion du CODT, tous les instruments urbanistiques, planologiques, ont acquis une valeur indicative et plus une valeur réglementaire, sauf le plan de secteur, donc Pierre l'a dit, qui conserve une valeur réglementaire, et certaines dispositions du guide régional d'urbanisme. Toutes les autres dispositions ont été converties en dispositions à valeur indicative. L'idée du législateur est que de cette manière, on apportait davantage de souplesse, de possibilités de s'écarter de ces dispositions. Mais justement, 4 ans après l'entrée en vigueur de cette réforme, est-ce que la pratique met en évidence une vraie amélioration de la situation? J'en suis pas 100% convaincu. La vraie différence qu'on remarque, c'est que quand vous avez une dérogation, un outil à valeur réglementaire, l'avis du fonctionnaire délégué est un avis obligatoire, alors que dans les écarts aux dispositions à valeur indicative, l'avis du fonctionnaire délégué n'est qu'un simple avis, ce n'est pas un avis conforme. Donc ça dans certains cas, ça joue un rôle assez décisif. Pour le reste, certes, on a des conditions pour les dérogations et pour les écarts qui sont formellement différentes, mais en pratique, dans le montage des dossiers, il n'y a pas de réelle différence. Vous trouverez d'ailleurs, le Conseil d'État, dans plusieurs arrêts, a été amené à annuler des décisions, des permis, qui étaient, selon lui, en violation des dispositions du CODT sur les outils à valeur indicative et sur les conditions des écarts. Donc, pas encore de position fixe sur le sujet, mais je pense qu'on voit, en tout cas dans la partie, une certaine congruence entre écart et dérogation, et que ça n'a pas encore eu pour conséquence de véritablement assouplir et faciliter, je parle de manière générale, mais faciliter, je vais dire, l'obtention des autorisations urbanistiques. À Bruxelles, on voit plusieurs recommandations récentes et des rapports de certaines instances qui plaident dans le sens d'un certain assouplissement. Alors, le comité scientifique pour le logement a rendu récemment un rapport qui, lui, de son côté, qui plaide plutôt pour une
une sortie de la culture de dérogation et un plus grand respect de la réglementation. C'est pas ça qui va nécessairement faciliter l'émergence des projets ou faciliter les grands projets à Bruxelles, mais en tout cas, ce rapport part du principe que aujourd'hui les dérogations sont démultipliées. Voilà, constat qu'on partage effectivement et que la pratique confirme. Élément très intéressant sur lequel on voulait attirer votre attention, l'actuelle réforme du RRU, du Règlement régional d'urbanisme, qui a été initiée par le secrétaire d'État bruxellois en charge de l'urbanisme, Pascal Smet. Cette réforme qui est en cours et pour laquelle le secrétaire d'État a désigné un comité d'experts, eh bien, ces experts ont rendu, il y a 2-3 semaines, un rapport extrêmement intéressant avec un certain nombre de recommandations pour la réforme de ce RRU qui a été baptisé Good Living et bien qui va dans le sens d'une tentative de meilleure prise en compte du contexte environnant et du contexte urbain, meilleure intégrité de la densité bâtie dans le RRU. Ce que je trouve intéressant comme idée dans ce rapport, c'est que les experts disent eh bien, les administrations ou dans la nouvelle réglementation en préparation devraient davantage se focaliser sur certains objectifs urbanistiques plutôt que sur certains moyens, sur certaines normes qui peuvent parfois être très conservatrices et qui, prises isolément, peuvent bien être un vrai obstacle à des projets qui, plus globalement, sont souhaitables. Donc, essayer de sortir d'une culture de la dérogation où on s'attache à examiner des normes individuellement et plutôt regarder le projet globalement en fonction de ses objectifs généraux. Idée intéressante, on verra comment ça peut se traduire dans un projet de réforme de réglementation. Ce sera sans doute pas évident, mais en tout cas, on a ici un horizon, je pense, qui est intéressant. Voilà, je ne reprends pas le constat, les extraits complets de ce rapport, mais je vous engage vraiment à aller les lire. Un des objectifs de cette réforme, effectivement, serait, selon leurs auteurs, de réduire le recours aux dérogations. Encore un mot pour vous dire que, donc ça c'était toujours à Bruxelles, le législateur, lors de la réforme récente du COBAT, a souhaité aussi, dans le mouvement de simplification administrative, eh bien, a instauré un nouvel outil, le plan d'aménagement directeur, vous en avez certainement déjà entendu parler, et dont l'objectif est précisément pour les grands projets jugés stratégiques, eh bien, de pouvoir s'affranchir d'un cadre urbanistique existant jugé trop rigide, trop conservateur, en particulier le PRAS, puisque donc, dans le plan d'aménagement directeur, dans les plans d'aménagement directeur, vous aurez deux volets, un volet stratégique, indicatif et un volet facultatif, mais réglementaire. Dans le volet réglementaire, eh bien, il sera possible de déroger à des dispositions, notamment les dispositions du PRAS, les dispositions du PAD qui seraient contraires à d'autres prescriptions urbanistiques comme celle du PRAS, eh bien, ces dispositions du PRAS seront tenues pour abroger. Donc, ça vous permet, ou ça permettra aux projets qui sont visés dans le périmètre d'un PAD, eh bien, de pouvoir justement s'écarter de ces dispositions et de se conformer à un programme de travaux qui sera établi dans ces plans d'aménagement directeur, auquel par contre il ne sera pas possible de déroger comme on l'a déjà évoqué. Voilà, dernier slide conclusif pour vous dire que quelques dernières clés de lecture ou quelques derniers conseils pratiques en matière de dérogation. Première chose à faire lorsque dans un projet, c'est identifier précisément quels sont les instruments urbanistiques applicables et ensuite les éventuelles dérogations ou écarts. Première chose à faire. Ensuite, pour préparer les dossiers et préparer ces justifications de demande de dérogation, eh bien, anticiper sur ces points de discussion et préparer, vraiment construire les dossiers le plus en amont possible lors des contacts préalables avec l'administration, lors de la rédaction des évaluations des incidences pour que, je veux dire, les bases soient jetées pour la suite, lorsque lorsque le formulaire de demande de permis sera rédigé, eh bien, vous disposerez de tous les éléments qui vous alimenteront pour justifier le projet et les dérogations. Et qui vous permettront, troisièmement, de préparer une motivation solide, robuste,
respect des conditions, effectivement, qui vous permettront de démontrer que vous êtes conformé aux conditions de la dérogation et que le projet répond au bon aménagement des lieux. À l'inverse, évitez en cas de prospection des projets de considérer qu'une dérogation est un élément acquis. Ça fait naître nécessairement une certaine dose, fondamentalement, d'incertitude. La dérogation, l'obtention d'une dérogation est un élément aléatoire et donc dont il faut par prudence essayer d'éviter. On n'a jamais droit, voilà, à une dérogation. Voilà. On en a terminé ici. Mille merci pour votre attention et d'avoir suivi ce séminaire. Si vous avez des questions, on va d'abord regarder le chat et on vous reviendra. N'hésitez pas, sinon, à nous écrire et à nous faire part éventuellement de vos questions. On se fera un plaisir de reprendre contact avec vous. Voilà, on vous remercie. Passez une bonne après-midi et à bientôt.